Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers, mesdames et messieurs, chers amis, 2012 s'est éteint avec tous ses souvenirs, bons et mauvais. Ce fut une année chaotique, avec l'élection d'un président normal, qui nous a clamé « Le changement, c'est maintenant ». Quel changement? Suppression des heures supplémentaires défiscalisées, détricotage en partie de la réforme des retraites, suppression des abattements des droits de succession. Cette liste n'est pas exhaustive. Ah oui, pardon, c'est vrai, le changement a bien commencé. Augmentation des impôts, une demi-journée de classe supplémentaire dans les écoles, à la charge des communes. Taxation des plus riches à 75%. Retoquée par le Conseil constitutionnel. Taxe de 0,03% pour les retraités. J'en passe et des meilleurs. Qui va payer? Préparez-vous, mesdames et messieurs, à mettre la main à la poche. Surtout la classe moyenne. Et bien maintenant, en tant que Française d'Afrique du Nord, la pied noire que je suis, depuis 3 générations, à ce président normal, je voudrais crier. N'avez-vous pas honte? Vous qui vous dites président de tous les Français, n'avez-vous pas honte d'avoir dit au gouvernement algérien, je cite, « Et la vérité, je vais vous la dire, ici devant vous, pendant 132 ans, l'Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal. Ce système a un nom, la colonisation. Et je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. » Fin de citation. Vous condamnez 132 ans de colonisation, il faudrait aussi s'excuser. S'excuser de quoi? Et vous vous dites, quelle vérité? S'excuser de quoi? Votre vérité est un mensonge. Que savez-vous de l'Algérie? Moi, j'y suis né, j'y ai vécu. Mon arrière-grand-père paternel a débarqué en 1830 sur cette terre. N'oubliez pas, Monsieur le Président, que les religions, les cultures chrétiennes et juives se trouvaient en Afrique avant les arabo-musulmans. L'identité algérienne n'a jamais existé avant 1830. Comme l'a dit d'ailleurs Ferhat Abbas, la France n'a pas été colonisée, n'a pas colonisé l'Algérie, elle l'a fondée. Et il faudrait que la France s'excuse d'avoir débarqué en 1830 sur ce sol africain pour chasser le colonisateur ottoman et libérer ses esclaves. S'excuser d'avoir respecté la langue arabe et la religion musulmane, d'avoir drainé, asséché, fertilisé les sols à l'abandon depuis des siècles, d'avoir résolu le problème de l'eau dont l'avenir du pays dépendait, d'avoir créé les réseaux routiers, ferroviaires, les ports, les aéroports, s'excuser d'avoir ouvert des écoles, alphabétisé, enseigné les règles d'hygiène, l'instruction civique et les principes médicaux fondamentaux. À ce propos, l'écrivain kabyle Belkacem Ibazizen a déclaré « La scolarisation française a fait faire aux Arabes un bond de 1000 ans. De tous les peuples qui sont passés en Algérie, seuls les Français ont laissé un bilan positif. » Alors, pour toutes ces raisons, Monsieur le Président normal, il faudrait que ce soit vous qui demandiez repentance à l'Algérie. Pour ce million de Français qui ont abandonné leur pays pour ne pas être égorgés, ces 150 000 harkis sauvagement torturés puis assassinés, ces milliers d'Européens disparus et ou tués après l'indépendance, à savoir le 26 mars 62 à Alger et le 5 juillet 62 à Oran. Excusez-moi, j'ai été un peu longue sur ce sujet, mais je voulais exprimer ici la rage que j'ai toujours au fond du cœur et le deuil que je n'ai toujours pas fait. Femme de conviction, je n'ai jamais cessé d'être dans l'action et non dans les discours.
C'est la raison pour laquelle j'ai avec plaisir endossé la fonction de députée suppléante, d'autant plus qu'en l'homme que je représente, que je supplée, est lui-même un homme de conviction, droit et direct, et ne pratique pas la langue de bois. J'ai, au cours de ces quelques mois d'activité, découvert un nouvel aspect des fonctions politiques. J'étais évidemment rodé à l'écoute des doléances, observations ou critiques des administrés de Saint-Laurent-du-Var en ma qualité d'adjointe au tourisme et manifestation. Mais aujourd'hui, mon rôle s'est ouvert sur la 6e circonscription et revêt une dimension nationale. J'ai aussi été confortée dans mes choix et j'éprouve énormément de fierté à travailler avec Lionel, avec lequel travailler est simple. Il suffit d'avoir à la fois la rigueur et le cœur. Vous me permettrez donc de lui souhaiter devant vous tous, et en premier lieu, bien sûr, pour cette année 2013, mes meilleurs vœux pour toi, Lionel, pour ta famille et pour les siens. Mais sachez que les siens, c'est tout simplement vous tous. Vous, à qui je souhaite une bonne année, une bonne santé et la fin dans ce monde fou. Merci, ça. C'est Annie Double que je salue, qui est parmi nous, qui est aujourd'hui je ne sais pas où elle est. Bon. Ah, allez, merci Annie, qui s'y collait chaque année, qui est revenue sur les lieux du crime, qui reste toujours une partenaire politique, quels que soient les aléas des découpages. Et donc Marie-France, merci de lui avoir succédé, merci de me suppléer, effectivement. En plus, je suis sensible au fait qu'elle me témoigne des vœux de bonne santé, puisque vous savez que si je décédais, elle prendrait ma place, donc c'est quand même appréciable. C'est assez agréable comme fonction. Chaque fois qu'on vous fait la bise, on vous serre la main, on se dit alors ça va? On se connaît depuis longtemps, c'est pour ça que j'en plaisante. Je le dis pour ceux et celles nombreux ce soir, et je vous en remercie. Ils ne sauraient pas tout à fait de quelle manière nous travaillons ensemble. Donc merci Marie-France. Et merci à vous tous d'être présents si nombreux. En ce début de réunion pour ces vœux, je voudrais que nous ayons une pensée, bien sûr, pour toutes celles et tous ceux qui étaient là l'année dernière et qui ne le sont plus aujourd'hui. J'en connais suffisamment parmi vous, très proches, plus éloignés, pour qui l'année 2012 a été l'année qui se terminait dans leur existence. Je veux que vous sachiez, pour les amis, les parents, les familles, que je ne les oublie pas, que j'y pense et que j'y repense, beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Et que le dire comme ça, publiquement, c'est une façon aussi de leur dire qu'ils n'ont pas mené leur existence en vain, et la sympathie qu'ils m'ont témoignée tout au long, ou une partie de leur existence, eh bien, n'a pas disparu. La deuxième pensée serait tout naturellement, puisque notre grande famille, c'est d'abord la France, c'est tout simplement pour nos otages, dont on ne parle pas suffisamment. C'est aussi pour nos soldats qui sont aujourd'hui au front, bien sûr au Mali, et j'y reviendrai, mais également ailleurs, pour ceux qui sont morts, pour la paix, pour l'idée de la France telle qu'elle est dans le monde, et puis à tous ceux qui, dans leur métier, dans la sécurité de nos concitoyens, gendarmes, policiers, ont payé un lourd tribut cette année, et j'y reviendrai. Je voudrais que, en ce début de manifestation, nous nous levions pour témoigner, dans une minute de silence, nos pensées et nos soutiens. Je crois indispensable
pour un député de la nation de commencer ainsi. Je pense que c'est la moindre des choses. Alors, bien sûr, nous qui sommes là, bienvenue dans cette salle Romée, bienvenue à vous tous, et plus particulièrement aux autorités, comme l'a très bien dit Marie-France, et aux élus qui sont nombreux, plus particulièrement qu'il me soit permis de citer Monsieur le maire de Saint-Paul, René Buron, toujours présent, qu'on peut applaudir. Christian Berkès, maire de la Colle-sur-Loup. Chaque année, ils viennent, ils sont un peu masochistes, mais pas bon. Josie Bandecki, conseillère générale et première adjointe au maire de Cannes, qui pour la circonstance représente le sénateur-maire, Louis Nègre, avec lequel je m'entends très bien pour défendre un certain nombre de dossiers en conjoint, qu'ils soient locaux ou nationaux. Donc tu voudras bien, Josie, lui adresser de ma part, et il le sait, mon salut amical. Et puis, à tout seigneur, tout honneur, surtout quand on parle de la salle Romée, eh bien Richard Camus, maire, vice-président de la Colle. Je salue son épouse, à ses côtés. Richard, si tu voulais me rejoindre 2 minutes. Il me paraît important de... Viens, n'aie pas peur. Voilà, Richard, il m'a semblé que devant cette salle importante, où bon nombre de Villenevois sont là, mais aussi d'autres, je puisse te rendre hommage dans l'action qui a été la tienne depuis longtemps, ensemble et comme maire de la commune. La semaine dernière, tu as eu l'occasion de dire des choses importantes sur l'avenir de notre commune. Tu l'as fait également en rappelant ton parcours. Je pense que les élus sont tellement souvent critiqués facilement qu'il est peut-être bien de temps en temps de faire la pause. Alors c'est vrai que certains reçoivent des médailles, des décorations. Je voulais simplement dire que je me réjouissais qu'avec Richard, ensemble, nous ayons fait un certain parcours politique de longue date, tu l'as rappelé la semaine dernière, et il me paraissait normal dans ces vœux de le dire aussi aujourd'hui, depuis 1988. Ensemble pour la commune, lorsque j'étais adjoint dans une fonction importante, et puis depuis comme maire, vice-président de la CASA, qui plus est à un moment donné conseiller régional, et donc il me paraissait bien de le rappeler. Je voudrais dire simplement qu'en 1999, déjà la gauche avait sévi, c'était M. Jospin, et nous avait déjà fait une réforme sur le cumul des mandats. Déjà. Et qu'elle avait eu l'heureuse idée de nous abaisser le seuil démographique pour permettre le cumul des mandats. Et le seuil qui était à 20 000 habitants est descendu d'un coup à 9 000. Et donc le député maire, conseiller général qui cumulait, devait se trancher un mandat électif avant les élections de 2001. Nous en avons parlé ensemble dès l'été 1999. Ce n'est pas faire injure à Cagnes-sur-Mer que de dire que si j'avais dû abandonner le conseil général, naturellement la démographie aurait fait que peut-être j'eusse été un conseiller général cagnois, comme ça avait été jusque-là, et qu'il aurait pu avoir un léger strabisme, en toute équité bien sûr, mais malgré tout, parce que c'est bien légitime. Et donc Richard, qui était l'adjoint au maire et le conseiller régional, nous a semblé que, en restant député bien sûr, et avec des élections en 2002, peut-être c'était mieux que je reste conseiller général pour permettre à cette commune de Villeneuve-Loubet d'avoir la quadrature du cercle. Un maire, et ce fut Richard, conseiller régional, et avec toi nous avons obtenu le principe du lycée, mais aussi, en ce qui me concerne, député et conseiller général, nous avons pu faire profiter ensemble à cette commune
d'un peu d'argent, de quelques équipements, sans que ce soit au détriment des autres, messieurs les maires, hein, mais alors que jusque-là, on ne peut pas dire que c'était forcément elle qui avait toujours été la mieux servie. Ce parcours que nous avons fait ensemble, tu as dit la semaine dernière que tu souhaitais tenir ton engagement, ce qui n'est pas rien, parce qu'il y avait toutes sortes de bonnes raisons pour évoluer différemment. Et il m'a semblé que je n'aurais pas été digne de cette amitié que nous avons eue ensemble, de ne pas t'en témoigner reconnaissance pour tout ce que tu as fait. Et dans le long parcours que nous avons eu ensemble et que nous continuerons d'avoir de toute manière, quelles qu'aient été parfois des divergences, parce que nous ne sommes ni le clone de l'un ni le clone de l'autre, mais on est d'accord sur l'essentiel ensemble et nous travaillons ensemble. J'ai tenu en ce début de réunion, Richard, à t'offrir personnellement, donc ce n'est pas le contribuable, hein, personnellement, cette médaille de l'Assemblée nationale pour te remercier de ton action. Monsieur le maire, en votre commune, donc, bienvenue chez vous. Je voudrais avoir une pensée, enfin, en ayant parlé tout à l'heure des otages, et je remercie ce matin de s'en faire l'écho un peu seul, malheureusement, pour Éric Sommer. Éric Sommer, c'est notre Florence Cassé à nous. Depuis cet été, il est dans des geôles à Sainte-Lucie, sans avoir la possibilité d'être jugé. Son jugement vient d'être porté pour la 7e fois. À une date, 1er mars, je crois, à chaque fois avec de mauvais prétextes. Son père habite Cagnes-sur-Mer. Il m'a saisi, il a saisi bien sûr toutes celles et tous ceux qui pouvaient l'aider dans cette affaire. Je suis pour ma part intervenu auprès du ministre des Affaires étrangères, auxquelles les affaires lui sont vraiment étrangères, avec une difficulté de réponse passe-partout qui n'engage à rien. J'ai saisi alors l'ambassadeur de Grande-Bretagne, puisque Sainte-Lucie a des liens, comme l'on sait, qui a bien voulu effectivement être un petit peu plus précis dans sa réponse, mais nous en sommes toujours au même point. Je souhaiterais que cette affaire cagnoise puisse avoir un retentissement autre que dans notre département. Parce qu'il y a là, une fois de plus, un mépris des lois, des règles internationales, bafouées. Et là, ce n'est pas le Mexique. Nous sommes dans le cadre européen. Alors, si Louis Nègre avait été là, et Josie, je te charge de le lui transmettre, je souhaite qu'ensemble, avec Louis Nègre, nous fassions une intervention un petit peu plus forte pour que cela cesse. Même si nous devions ensemble nous rendre sur place pour mettre les autorités du pays devant leurs responsabilités. Voilà ce que je souhaitais dire ce soir. Que reproche-t-on à Éric Sommer d'avoir accueilli quelqu'un qui par la suite sur son bateau a été retrouvé mort et de l'accuser de crime, bien qu'un rapport de police conclue à l'absence de culpabilité. Je ne rentrerai pas dans la justesse ou non des reproches qui lui sont faits, je ne suis pas habilité à le faire. Ce que je sais, c'est qu'il est en prison sans avoir été jugé et qu'il s'agit d'un ressortissant français. On pourrait attendre mieux du gouvernement de la France en la matière, mais c'est vrai que tant que ce n'est pas suffisamment médiatisé, et quand on voit l'indécence du ministre des Affaires étrangères collé comme un poulpe derrière Florence Cassez à sa libération, alors qu'il n'y est pour rien. On en a connu d'autres, comme Charles Pasqua ou même Jacques Chirac, se tenant en retrait lors des retrouvailles des familles, où pourtant ils avaient fait l'action qu'il fallait pour les libérer. J'aimerais que ce gouvernement n'ait pas une vision sélective et de coucou qui vient dans le nid au dernier moment.
Donc j'espère que cet appel que je lance ici sera relayé et qu'avec Louis Nègre, puisque nous sommes les deux parlementaires de cette circonscription et que le père est quinois, puisse enfin retrouver les siens. Voilà, c'est pas très gai tout ça, mais c'est un petit peu l'actualité et j'allais dire un petit peu à l'image d'une année 2010, comme a très bien dit finalement Marie-France. Je cherchais le mot, moi, tu as bien fait de le dire, chaotique. Hein, c'est bien trouvé. Chaotique et qui a commencé par un événement sanglant qu'on a tendance à vite oublier. Le 19 mars 2012, un certain Mohamed Merah a commis l'ignominie parfaite. L'ignominie de tuer des enfants, d'aller dans une école maternelle et de les massacrer. Au nom d'une foi dont il est véritablement l'individu le plus abject et qu'il ne sert pas, mais qu'au contraire il dessert et qui ne lui sert en fait que d'alibi. Il a également été tué d'autres, de même confession ou non, chrétiens ou musulmans comme lui, dont le seul tort était tout simplement, par exemple, de servir la France, alors que lui-même était français. Français de papier surtout, mais surtout haineux contre notre pays. Cela a bouleversé l'opinion, et puis, voilà, dans l'actualité qui court, ça a été zappé. Je pense que la date du 19 mars, Marie-France, n'a pas été choisie au hasard par cet individu. Très sincèrement. Elle a été délibérée parce qu'elle marquait justement ce que l'on appelle en Algérie d'ailleurs le jour de la victoire, commémoré comme tel, avec timbre à la vie. Et donc, moi je crois que cette date du 19 mars 2012 marque quelque chose qui est le révélateur d'un symptôme particulièrement dramatique pour ce que l'on appelle le vivre ensemble. Je n'épiloguerai pas, mais je tenais à le dire parce que ces gens-là ont la haine envers tous, pas seulement les chrétiens, les juifs, mais aussi leurs coreligionnaires, qu'ils tuent, tout simplement parce qu'ils les considèrent comme des traîtres, en étant coupables de n'être pas dans leur intégrisme et leur folie de haine. Et je pense que nous nous devons de l'extirper et de le combattre, mais pas simplement qu'avec des paroles. Le 6 mai, certains ont fait la fête, c'était la victoire de François Hollande. J'ai bien dit certains. J'ai une pensée émue pour eux aujourd'hui, car c'est leur fête aussi. Il était bien sûr prévisible que François Hollande l'emporte. Je n'en ai jamais douté, je l'ai dit, il paraît qu'il ne fallait pas le dire avant, tant pis. J'avais souhaité que le président de la République sortant entre en campagne beaucoup plus tôt, mais il était tellement bien conseillé par des gens tellement intelligents. Il n'est entré en campagne que le 15 février. J'eusse souhaité, moi, qu'il le fît dès octobre, novembre. Barack Obama a commencé sa campagne sur un mandat de 4 ans, 1 an à l'avance. Et on a vu combien il avait été difficile pour lui de l'emporter malgré tout. Et Dieu sait si Mitt Romney n'est quand même pas extraordinaire sur le plan politique, quelles que soient ses qualités. Et donc, l'échec était prévisible. On a vu d'ailleurs que finalement, la relative étroitesse du score faisait que quelques semaines de plus auraient peut-être changé la donne. Eh bien voilà. J'avais dit qu'il serait le lièvre de la fable, et malheureusement, ça a été le cas. La tortue Hollande l'a emporté méthodiquement, comme il convenait de le faire. À nous d'en tirer les conséquences. Les élections législatives, tout naturellement, ont apporté une majorité de gauche, ce dont je n'ai jamais douté, même si, dans ma famille politique, on a fait semblant de le faire croire à nos concitoyens. D'ailleurs, il n'est pas d'usage qu'un président élu n'ait pas une majorité pour gouverner. J'allais dire que c'est même la logique des institutions de la Ve République. Et je m'étonne quand on se prétend gaulliste pour certains, mais là aussi,
comme des Français de papier, il y a des gaullistes de papier, viennent nous donner des leçons qui vont à l'encontre de ce qu'est l'esprit de nos institutions. Il était légitime, et tant mieux pour la France, quelque part, de ne pas avoir une crise institutionnelle de plus, que ce soit une majorité de gauche, et je vous le rappelle que le Parti socialiste a la majorité seule à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de ses alliés. Heureusement pour lui, d'ailleurs. Dans ce raz-de-marée, car un parti politique qui a la majorité seule à l'Assemblée nationale, ça n'est pas rien, et ça n'est pas si souvent que ça, eh bien, il a fallu que l'opposition surnage. Ici, dans les Alpes-Maritimes, nous avons très bien surnagé, et je voudrais vous en remercier. Car c'est grâce à vous tous, et à ceux qui ne sont pas là, bien sûr, également, que nous avons pu avoir 9 députés sur 9 dans l'opposition. Bon. Ici, dans cette 6e et nouvelle circonscription, vous avez bien voulu me reconduire pour la 4e fois, et pour la 2e fois, dès le premier tour. Merci. Merci du fond du cœur, parce que nous n'avons été que 36 élus au premier tour en France sur 577. Jamais il n'y avait eu si peu d'élus au premier tour. Généralement, on en a entre 80 et 100. Donc 36, dont seulement 8 de droite. Avec Jean Leonetti, nous sommes les 2 seuls de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais c'est vrai, comme on fait certains dans leurs commentaires, ce fut de justesse. 51,4% avec 8 candidats en présence, avec un président de gauche et une vague, et ne faire que 51,4%. C'est vrai que c'est pas très brillant. Vous auriez pu faire mieux quand même. Vous auriez pu faire mieux. J'ai lu avec intérêt les analyses passionnantes qui ont été faites. Ces comparaisons, vous savez, entre les élections de 2007 et les élections de 2012. J'ai été épaté de cette profondeur d'analyse, de cette réflexion percutante. Moi, je regarde les chiffres généralement sur une longue période. C'est d'ailleurs pour ça que dans la petite brochure de l'Express, il y a une feuille intercalaire. Je suis revenu dessus, vous direz, mais c'est vieux. Et je sais bien, mais j'ai essayé d'avoir en vain un droit de réponse sur les commentaires qui étaient faits, et on ne me l'a jamais donné. Donc, comme je suis d'un naturel, comment pourrais-je dire, tenace, j'en remets une petite couche légère, pour dire, comme Lénine, les faits sont têtus, camarades. Et les faits, c'est quand vous regarderez la feuille intercalaire au verso, ben, les courbes, elles ne montent pas. Et qu'au lieu de comparer 2007 à 2012, il était bien peut-être d'avoir une année similaire, par exemple. 1988, c'est intéressant. Et j'ai pris les 5 mêmes communes actuelles, je n'ai pas pris l'ancienne 6e, avec les 5 mêmes communes actuelles. En 1988, je vous rappelle que François Mitterrand est de nouveau président de gauche, et qu'à ce moment-là, Mme Sowego est candidate, pour la première fois, certes, mais elle était déjà dans sa fonction de maire de Cagnes, et il se trouve qu'il n'y a que 4 candidats cette année-là. Et donc, elle fait un très bon score, autour de 44%. C'est bien. Mais ce n'est pas l'élection au premier tour. Voilà. Et le Parti socialiste fait 25%. Il fait cette année, je ne sais plus, 22, 23. Et le Front National, enfin 24%, et le Front National fait 25% en 1988, alors qu'au plan national, il ne fait que 8%. Le Front National fait cette année, en 2012, 20%. Alors que sa moyenne nationale, sur les législatives, est autour de 13-14, et sur le plan présidentiel, 17%. Voilà des vraies comparaisons quand on veut comparer les choses. Voilà pourquoi je n'ai pas trop bien compris qu'on veuille à tout prix, et c'est assez intéressant quand même de la part de gens qui ne sont pas forcément favorables à ce parti, vouloir montrer à tout prix que le Front National avait, paraît-il, mis un pied dans la circonscription. Moi je suis désolé, ils n'ont plus qu'un orteil. Un gros orteil peut-être, mais un orteil quand même. 20% dans le contexte qui était porteur pour eux d'une élection présidentielle avec le renouvellement de leur leader.
quand on faisait 25% précédemment. Donc je tenais quand même à le dire et à vous remercier. Je suis d'autant plus enclin à le faire que c'est vraiment vous qui avez fait ce choix-là. N'oubliez pas que par ailleurs j'ai eu droit à une campagne quand même de disqualification, de décrédibilisation avec un mauvais jeu de mots. Un mauvais jeu de mots. Hein, pour un nom difficile à prononcer, qui était peut-être plus facile à prononcer d'une autre manière. Je n'avais jamais fait un qualificatif, je n'avais fait qu'un jeu de mots. Et vous avez des gens qui immédiatement vous donnent des leçons. Parlent même de dérapage. Quel dérapage? Alors après, on peut apprécier ou non la qualité du jeu de mots. Il n'y avait rien d'autre de ma part qu'un simple jeu de mots. Il est vrai que par la suite, peut-être, la dame en question a peut-être un peu plus mérité le jeu de mots que l'on pouvait le penser. Au moment où je m'exprimais. Mais je ne rentrerai pas dans cela. C'est simplement pour vous dire qu'il est toujours difficile d'être dans l'action, d'être dans l'expression, et de devoir subir une interprétation toujours déformée, sortie de son contexte, où on ne privilégie que ce qui va être le sensationnel, ce qui va faire, comme on dit aujourd'hui, le buzz. Lorsque vous dites des choses très sérieuses, que vous essayez d'avoir une argumentation, une explication, là vous êtes tranquille, hein, il n'en restera pas grand-chose. Mais pour le peu sur un temps long de discours, vous faites un petit jeu de mots, une expression, comme j'ai toujours eu l'habitude de le faire, eh bien, on veut vous disqualifier. On veut vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas, comme une sorte d'agité du bocal. Un type qui ne réfléchirait jamais à ce qu'il dit. Quelqu'un qui aurait même des propos lamentables, scandaleux. Nauséabond, c'est leur truc, le mot nauséabond. Quel pauvre pays qui, paraît-il, est le pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Cette dérive totalitaire, inconsciente, car ceux qui jugent ne s'en rendent même pas compte, tellement ils sont persuadés d'être dans la vérité et la morale, ne tolèrent plus qu'on puisse être différent. Ils reprochent aux politiques d'avoir la langue de bois, et dès que celui-ci ne l'exerce pas, il lui tombe dessus à bras raccourcis. Quelle schizophrénie insupportable. J'ai les épaules solides. J'ai fait un peu de sport, on le sait, notamment du rugby. Personne n'imagine un seul instant qu'on puisse m'intimider en jouant les procureurs staliniens de la bien-pensance et du prêt-à-penser à mon égard. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je réfléchis toujours avant de m'exprimer, et je vous fais d'ailleurs observer que je n'ai jamais eu aucune plainte en 30 ans de vie publique, car on n'a jamais pu même déposer une plainte à mon endroit. Ceci, c'est pour la réponse à ceux qui voudraient me faire passer pour ce que je ne suis pas, afin que vous aussi vous ayez honte de moi. Mais moi, je pense qu'en m'attaquant comme ils le font, ils vous attaquent vous aussi, car je suis votre représentant. Je vous l'ai dit pendant la campagne, je suis votre voix libre à l'Assemblée nationale. La fin d'année a été merveilleuse. À défaut d'avoir la gauche, l'opposition a offert un spectacle de boulevard. Vous étiez triste, vous avez pu vous réjouir. Il faut dire aussi que les médias ont des espérances de ne plus avoir Nicolas Sarkozy pour élimer leurs dents. Sur rue, à 100 mètres, un plat de résistance qu'on n'avait pas imaginé. Je suis comme vous, notamment pour ceux qui êtes électeurs, militants, navrés du spectacle offert. Mais je voudrais vous dire que ne vous en étonnez pas. C'est la logique de toute défaite. Croire qu'on perd les élections et reprendre comme si de rien n'était le cours normal des choses, c'est une grave erreur.
Perdre les élections, c'est un tremblement de terre. Et il y a ensuite la réplique et le tsunami ou le raz-de-marée selon la proportion. Et donc nous sommes dans cette période-là, la réplique et le raz-de-marée, et je vais vous le dire, on n'a pas fini. Il n'y a rien de très très grave, la prochaine échéance c'est 2017. C'est à la fois rassurant, nous avons du temps pour nous égorger tranquillement entre nous, aimablement, bien sûr, le couteau devant ou dans le dos, et puis arrivera ce qui arrivera ensuite. Nous allons vivre des moments encore difficiles et pénibles. Ces élections, je m'y suis engagé avec conviction, fermeté, mais modérément. C'est vrai que j'ai fait le choix, parce que je trouvais légitime d'en faire un. Le côté Ponce Pilate n'est pas tout à fait ma tasse de thé. C'eût été confortable de dire je choisis ni l'un ni l'autre. J'ai beaucoup aimé François Ier. C'est ta faute, ça. François Fillon. Non, parce qu'il serait plutôt François III, hein, parce qu'il y a eu un François II que personne n'a retenu. Donc je le dis pour ceux que ça intéresse. Donc François Fillon, comme Premier ministre, que j'ai soutenu et que je connais depuis de longue date, que j'ai connu avec Philippe Séguin notamment, donc pour lequel j'ai beaucoup d'estime et de respect. Je connais aussi très bien Jean-François Copé, puisqu'il a été notre président de groupe à l'Assemblée nationale et notre secrétaire général. J'ai fait le choix de Jean-François Copé parce qu'il me semblait que dans la fonction du pitbull de service, quand on est à la tête d'un parti politique, face à un Arlène Désir par exemple, on n'est pas obligé d'être dans le recul, la profondeur de vue, etc. Ça, on se réserve pour l'échéance présidentielle. J'aurais pu faire un autre choix si nous avions dû choisir le candidat à l'élection présidentielle, bien sûr. L'un n'empêchait pas l'autre. Donc, je n'ai pas considéré, en accueillant à Saint-Laurent-du-Var, et j'excuse d'ailleurs le maire de Saint-Laurent-du-Var qui m'a appelé tout à l'heure, Marie-France, j'ai accueilli Jean-François Copé, parce que bon, voilà, je manifestais, mais j'ai été le voir à Nice. J'avais été voir aussi François Fillon à Nice, mais je l'attendais devant et il est passé derrière. Donc, j'ai pas eu de bol. Personne ne m'a rien dit, donc je suis reparti. Très agréable hein, comme sensation, mais enfin bon, ça fait rien. C'est juste pour vous dire que j'essaye de pratiquer l'équilibre et de n'offenser personne dans ses choix. Dans la 6e circonscription, je ne suis pas à me plaindre du résultat, puisque Jean-François Copé a fait 57%, sans procuration abusive, et je remercie les militants qui, des deux côtés, hein, Corinne Guidon, Pierre Ben, ont fait vraiment leur travail honnêtement. Et qui fait qu'on a un résultat, nous, vraiment normal. 57%, c'est un vrai chiffre. Quand on commence à passer la barre des 70%, il y a peut-être un élan organisé, on va dire. Hein, mais à 57%, c'est la démocratie. Mais il y avait également des choses importantes qui s'appelaient des motions. C'est la première fois qu'on nous ait voté là-dessus. Il y en a qui n'étaient même pas au courant, donc c'est vous dire. Hein. Ils n'étaient pas au courant du courant. Et donc, bon, moi, je revendiquais la droite populaire, puisque nous l'avons créée dès 2010 pour essayer d'alerter Nicolas Sarkozy qu'il allait se casser la figure, à continuer comme il continuait, qu'il fallait redresser les choses, ce qu'il a fait d'ailleurs, pas suffisamment, mais ce qu'il a fait. Je ne me plains pas parce qu'au plan national, on n'a fait que 10% sans aucun moyen, 10 et quelques, et donc on est représenté, c'est bien l'essentiel, et dans cette circonscription, vous avez bien voulu également me soutenir, et vraiment j'y suis sensible. 43%, c'est un score conséquent. Et je vous remercie parce que si les résultats n'avaient pas été ceux-là, je pense qu'on aurait eu des commentaires. Bon, les commentaires ont été très honnêtes, je dois le dire, sur le résultat. Donc, comme quoi, quand on veut faire, on peut bien faire. Voilà donc cet épisode, et passé le 18 novembre, je ne suis plus intervenu dans les querelles de notre parti. Les élections avaient lieu, j'ai laissé les chefs se quereller et les sous-chefs en remettre une couche. Je regrette que les chefs n'aient pas fait taire les sous-chefs pour donner ce spectacle-là. Avec Richard, on en a vécu d'autres. Chaban-Delmas, Chirac, Giscard, Chirac, Balladur, quand nous allions ensemble à Marseille soutenir Chirac quand il était à 15% dans les sondages, et qu'on s'est dit,
allez, on va y aller, ça fait de la peine. Hein, il est tout seul. Réel, hein? On est parti en voiture, on a été là-bas. Il n'y avait pas grand monde, hein, comme élu. Hein, et ça faisait triste. Parce que ce jour-là, il s'est passé quelque chose dans la salle. On s'est dit, tiens, peut-être que c'est pas aussi ce que veulent bien dire les médias. Et puis, on a vu Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin. Enfin, bon. Jusque-là, les sous-chefs pouvaient s'appeler Charles Pasqua, pouvaient s'appeler Philippe Seguin, donc ça avait quand même une tenue. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas être méchant, mais enfin, il y en a qui gagneraient à ne pas vouloir exister à tout prix parce qu'il y a des chaînes d'information continue, ce qui leur permet d'avoir l'assurance d'être vus par au moins 1,5% des gens, mais en boucle. Donc chaque fois que vous prenez, pouf, vous tombez. Bon, je conçois qu'on soit ardent et engagé, mais je pense qu'on n'a pas rendu service aux idées qu'on défend. Et moi, je préfère garder mon énergie à combattre ceux qui sont au pouvoir depuis le 6 mai et qui ont la majorité, plutôt que de perdre mon énergie dans des conflits. Je considère que ce n'est pas très important et que quel que soit demain le président, quel que soit le secrétaire général, qu'est-ce que ça a comme importance, très franchement? Qu'est-ce que ça a comme importance? Sauf pour la carrière de ceux qui se sentent concernés. Il m'avait semblé qu'on faisait de la politique d'abord pour son pays, avant sa carrière personnelle. Et c'est peut-être quelque chose qui va un peu... qui est peut-être trop personnel. Donc, je dis à ce moment-là deux choses. Révision des statuts, qui ont démontré qu'ils étaient dépassés. Révision des statuts. Je n'ai pas été entendu au départ, c'est quand même ce qu'on va faire. Et nouvelles élections, sans procuration. Comme ça, on est tranquille. Et c'est ce qui va se faire. Je m'en réjouis. J'aimerais ajouter aujourd'hui une proposition supplémentaire. Supprimons le poste de président de l'UMP qui ne sert à rien. Gardons un secrétaire général et ça ira bien. Sachant que l'élection, la seule qui compte, ça sera la primaire ouverte puisqu'on s'est résolu à en faire une avant 2017 pour choisir le meilleur d'entre nous. Et ça sera bien suffisant. Mais bon, je n'ai pas le sentiment que je sois beaucoup suivi en la matière. Ils veulent tellement tous être président pour verrouiller le parti. Ce qui ne sert plus à rien. Ça servait quand c'était le parti qui désignait son candidat, mais puisque nous avons tous acté qu'en 2016, il y aurait des primaires ouvertes aux citoyens. Le candidat issu de cette primaire, il aura nécessairement le parti avec lui, quoi qu'en pense l'autre. Regardez ce qui est arrivé à Martine Aubry. C'est pas parce qu'elle contrôlait le parti en ayant fraudé d'ailleurs. Elle a dû faire avec François Hollande qui avait été choisi par les électeurs de gauche. Et c'est exactement la même chose qui se produira la fois prochaine. Alors, pourquoi tout ça? Si j'avais un vœu pour 2013, ce serait que la raison revienne. C'est pas trop mal reparti, je m'en réjouis, mais je pense que pour ceux qui sont électeurs et militants, il n'est jamais inutile d'envoyer des mails, puisque aujourd'hui c'est assez pratique ce genre de choses, pour qu'ils en reçoivent un stock qui leur rappelle l'exigence qu'ils ont vis-à-vis des citoyens et des responsabilités qui sont les leurs vis-à-vis de la nation. Entre deux, sur le plan plus local, bon, on a eu une très bonne nouvelle, et puis on a eu une très mauvaise nouvelle. Sur le plan local, la bonne nouvelle, mon commandant, c'est votre venue, et je veux saluer le capitaine Thierry Ortiz, qui est le commandant de la brigade de gendarmerie de Villeneuve. Je veux le saluer avec les hommes et les femmes militaires qui sont désormais ici, avec leurs familles. Nous avons une brigade qui est la plus importante du département, 35 gendarmes. Nous avons longtemps bagarré pour l'obtenir. Je remercie le président du Conseil général, Éric Ciotti, parce que, à la suite de Christian Estrosi, c'est le Conseil général qui a fait en sorte de la faire réaliser, d'avancer l'argent, et puis qui se fera rembourser sur un certain nombre d'années. Bienvenue, mon capitaine. Bienvenue à Villeneuve-Loubet et la Colle-sur-Loup, puisque vous êtes de ce ressort. Je souhaite que la population vous témoigne la sympathie. Vous-même avez subi déjà dans votre carrière l'épreuve du feu. Et donc, je souhaite qu'on n'oublie jamais que ceux qui sont là pour notre sécurité risquent d'abord leur vie. Ils la risquent avec des gens aujourd'hui dont ils sont les cibles.
C'est nouveau d'être systématiquement pris à partie, avec des bandes qui reviennent et qui vont à 5 contre 1, 10 contre 1, sévir. Et regardez comme il est toujours difficile de réagir, de se défendre. Donc, le lien armée-nation, plus encore qu'ailleurs, je le souhaite, doit s'exprimer ici, à Villeneuve et à l'école, et votre présence est un bonheur pour nous tous. Merci encore. La mauvaise nouvelle, c'est l'annonce imprévue de la fermeture du site de Texas Instruments. Je dis imprévu parce que lorsque la rumeur a couru, 3 ans à peine, un plan de licenciement déjà intervenu et des garanties données au gouvernement de la France, on ne faisait état que, et c'est beaucoup, de 300 licenciements une nouvelle fois, qui pouvaient effectivement poser la question de la pérennité du site. Et puis finalement, quand l'annonce a été faite, d'un coup, on est passé de 300, 350 à la totalité. 517 licenciements sur les 540 qui restent en place. Ce coup de Trafalgar est un coup terrible, pas tellement pour Villeneuve-Loubet, pour la Côte d'Azur, pour la première technopole d'Europe, Sophia Antipolis, dont elle fait partie. Texas Instruments est là depuis 50 ans. Ce n'est pas rien. Comme IBM. Du jour au lendemain, d'un trait de plume, on décide que c'est fini. Alors qu'il y a encore 3 ans, Christine Lagarde, à ma demande pressante, était intervenue auprès de la direction américaine et m'avait un soir, je vous l'avais dit, rappelé pour me dire « J'ai eu le numéro 2 de Texas Instruments qui m'a donné toutes les assurances. Ils resteront, quoi qu'il advienne, sur le site de Villeneuve-Loubet. C'est un site originel pour eux. Un site, si c'est la direction américaine, je prends. C'est le site d'origine. En plus, il y a des équipes remarquables sur place qu'on ne peut faire éclater sans mettre à mal la qualité de ce travail. Et donc, indépendamment de ce plan, nous resterons. Je peux vous assurer, me dit-elle, que le site de Villeneuve-Loubet restera. Je ne peux pas croire un seul instant qu'un dirigeant d'une multinationale américaine, lorsqu'il s'adresse à la ministre du gouvernement français, qui depuis est devenue d'ailleurs la patronne du Fonds monétaire international, je le rappelle, puisse dire des propos, comme on dirait, au café du commerce ou autre. Et donc, je ne me résous pas à cette fermeture annoncée. Je vous le dis, je m'étonne, mais alors je m'étonne du silence assourdissant de tous ceux qui devraient se rebeller, se révolter et empêcher l'irréparable. Est-ce parce que le gouvernement serait de gauche que les syndicats seraient plus aimables qu'ils ne l'étaient il y a 3 ans? Dieu sait s'ils ont dépensé beaucoup d'énergie il y a 3 ans, alors qu'il n'était pas question de fermeture du site. Je lis, je regarde, je ne vois pas vraiment grand-chose. Je souhaite qu'ils retrouvent leurs esprits et qu'ils se rappellent qu'ils ont un devoir, bien sûr, de protéger les salariés qui vont devoir partir, mais également de maintenir l'emploi des autres. C'est ce que font tous les syndicats dans toute la France. Vous les avez vus hier, les salariés de Renault et de Peugeot? Et qu'attendent ceux de Texas pour dire et exiger la même chose? Je m'étonne également que notre département, dans ses responsables institutionnels, prenne pour un fait acté la fermeture du site, évoquant déjà l'après-Texas. C'est un leurre. Il n'y aura pas de repreneur. Ça, c'est un élément pour faire taire et se soumettre. Ce qui nous attend, c'est Thomson, à Cagnes-sur-Mer, en friche pendant 10 ans.
car on ne reprend pas comme ça 28 000 mètres carrés de bureau, et à quel prix, dans quelles conditions et pour y faire quoi? Je veux le dire à haute et intelligible voix. Dès le début, j'ai saisi le ministre du redressement productif. Je suis qu'avec un titre pareil, on ne pouvait rien craindre. Je lui ai fait une jolie lettre, en date du 16 novembre, et je me suis entretenu avec lui en dehors des questions au gouvernement, parce que très franchement, les questions au gouvernement, ça ne sert à rien, et ça sert aux députés à coincer les ministres quand ils s'en vont, ou quand ils arrivent. Et donc, il a bien voulu m'accorder un quart d'heure, 20 minutes, pour que je lui explique un peu les choses différemment de ce qu'apparemment, dans son cabinet, on avait un petit peu fait les choses. Je l'ai trouvé réceptif. Je n'en dirai donc pas de mal. Dès cet entretien, je lui ai dit, Monsieur le ministre, il n'y a que le gouvernement de la France qui peut parler à la direction américaine. Vous êtes fondé de le faire. Ils ont bénéficié de la politique, certes, du quinquennat précédent, du crédit d'impôt recherche. 100 millions d'euros de déduction fiscale pour investissement. Le directeur local m'a même écrit, mais il ne l'a pas dit au quotidien, m'a même écrit pour me dire, vous vous rendez compte, ça fait 5 ans, dans la recherche et développement, on a consacré 372 millions d'euros. Ma question, c'est pourquoi faire? Pour s'en aller? Comment peut-on mettre autant d'argent dans l'investissement, bénéficier de déductions fiscales de la part de l'État français, des contribuables français, et partir, ni vu ni connu, comme si on n'avait jamais été là? C'est insupportable. Je pense avoir été entendu, mais dans le doute, j'ai récidivé. Donc je l'ai vu la semaine où on avait le débat sur le Mali, en dehors, et je lui en ai remis une couche. Je lui ai dit, Monsieur le ministre, je ne vous demande pas de sauver 517 emplois, je vous demande d'exiger de la direction de Dallas le maintien d'au moins 150 salariés, 200 salariés, pour une période transitoire de 2 ans. Car on sait que dans ce domaine de haute technologie, la conjoncture rebondit souvent très vite. Et que si l'on ferme, ben c'est fini, et que si l'on maintient, en refaisant de bons investissements et de bons choix, on peut repartir. Et donc, ma question, c'est bougez-vous pour obtenir ce maintien du site. Je ne vous demande pas l'impossible. Accompagnons bien sûr ceux qui devront partir, mais ça on sait faire à Dallas, ne vous inquiétez pas, le carnet de chèques. Il n'y a jamais de problème, d'autant plus qu'ils dégagent des bénéfices. Hein, ils ne sont pas en perte. Partout dans le monde et à Dallas, ils ont restreint le nombre de salariés. Le seul site au monde fermé serait celui de la France et de Villeneuve-Loubet. Le ministre doit réfléchir, car je serai obligé à un moment donné de lui dire, mais ça c'est la conséquence de votre politique économique et fiscale qui fait que de l'autre côté de l'Atlantique, on ne considère plus la France comme un partenaire économique fiable. Et vous porterez vous aussi la responsabilité de cette fermeture. 1, pour ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire, comme vos prédécesseurs l'ont fait dans le passé. 2, parce que le gouvernement auquel vous appartenez mène une politique dans le domaine économique tout à fait nord-coréenne. Et encore que la Corée du Nord ait annoncé qu'elle était prête à des changements. On verra sur ce plan. Donc j'attends du ministre du redressement productif qu'il rencontre la direction américaine et qu'il soit aussi flamboyant qu'il peut l'être sur nos écrans. Et qu'il soit surtout aussi convaincant. Je n'en doute pas a priori, je lui ai dit je laisserai la politique au vestiaire. Mais j'en referai tout de suite après, si vous n'êtes pas à la hauteur de ce qu'a réussi Christine Lagarde, et bien avant vous, Charles Pasqua. Ce site a déjà été menacé de fermeture, j'étais à l'époque conseiller régional, c'était en 1994. Le site de Bedford en Angleterre avait été privilégié parce que son directeur était un ancien ministre de Mme Thatcher, et Villeneuve-Loubet devait fermer. Charles Pasqua, à l'époque, dans le gouvernement d'Édouard Balladur, avait la responsabilité de l'aménagement du territoire.
Et c'est l'action de son cabinet ministériel, avec d'ailleurs le député de l'époque, Suzanne Sourego, et moi au conseil régional auprès de Jean-Claude Gaudin, qui avons amené des moyens financiers nécessaires à travers la PAC, qui est le plan d'aménagement du territoire, qui permet de conforter le site et qui a fait que finalement, la pression exercée par le gouvernement de la France a fait fermer le site de Bedford et garder le site de Villeneuve. Et ce site de Villeneuve-Loubet, qui en 1994 était exsangue, a retrouvé une nouvelle jeunesse dans les années 2000, jusqu'à retrouver 1000 salariés. Voilà pourquoi il n'y a pas de fatalité. Et je vous le dis, la fatalité, c'est toujours la limite des lâches. Je ne me résoudrai pas, je reposerai une question mardi matin au ministre, ou à celui qui voudra bien me répondre, s'il n'est pas là. Mardi matin, en question orale sans débat, c'est un truc où on est un peu à huis clos, pour avoir une réponse sur son entretien avec la direction américaine. La dernière fois, il m'a dit, mais je vais les rencontrer. Bonne nouvelle. Mais dites donc, alors je sais qu'il n'a pas que ça à faire, hein, qu'en France, ça éclate partout. Donc je lui accorde le bénéfice du doute. J'ai saisi tous mes collègues parlementaires, bien sûr, et tout particulièrement l'ancien ministre de l'Industrie, Christian Estrosi. Je compte aussi sur quelqu'un qui a un joli carnet de rendez-vous en la matière pour qu'il soit notre relais. J'ai saisi un autre ancien ministre, qui est le président à la fois de la CASA, mais aussi de Sophia Antipolis, Jean Leonetti. Quand même, si nous unissons nos forces, nous devons bien arriver à sauver ce site. Et je vous le dis, toutes les arrière-pensées qui voudraient que derrière on ait des projets, de mettre un tel qu'on connaît, tel groupe qui s'est manifesté. Vous savez, dans ces cas-là, il y a toujours des gens qui se font de la publicité à bon compte. Et j'ai un peu d'expérience en la matière pour vous dire, il faut tenir bon pour garder Texas Instruments. Mais c'est un sacré challenge, et je ne peux pas tout seul, là où je suis placé, faire plus que ce que je fais. Mais au moins, je serai en conscience avec moi-même. Alors voilà, tout ça, c'est le travail du député. J'en profite un petit moment pour saluer mes collaborateurs et collaboratrices qui sont en train de s'endormir tranquillement. Hein, Chantal Garrigue, Anne Ménard, France Zattara, Michel Uzan, bonne nuit les petits. Vous pouvez les saluer parce que c'est le travail d'une équipe. Mais c'est vrai qu'ici, à la permanence, on est plus dans le travail d'assistante sociale que dans le travail législatif. Le travail législatif, je le fais à Paris, bien sûr, avec essentiellement Geneviève Salsa, qui est une assistante à mi-temps là-haut, c'est vous dire, une assistante à mi-temps pour le travail législatif. Mais je fais ma part, parce que j'aime bien faire les choses par moi-même. Donc, voilà. Mais voilà, c'est un travail qu'on vous a présenté encore, hein, où effectivement on a de quoi faire. Et je veux les remercier, pas tellement de me supporter, parce que je suis un garçon en fait très agréable, mais surtout pour tout le travail qu'ils ont à faire. Alors, je passerai rapidement sur cette année 2012 et les élucubrations que nous a servi la gauche. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que je m'étonne qu'il y ait de la part des socialistes autant de haine. D'abord la haine d'un homme, Nicolas Sarkozy, relayé complaisamment par beaucoup de gens. Leur obsession, qui confirme à la paranoïa, c'est de défaire tout ce que Nicolas Sarkozy a pu faire. Et quelque part, je m'en navre, mais en même temps, je m'en réjouis. Parce que du côté des mouvements plus extrêmes, qui ont permis d'ailleurs l'élection de François Hollande, en s'abstenant ou en votant blanc, c'est bien la preuve qu'on avait fait quelque chose, parce que sinon il ne déferait rien si on n'avait rien fait, puisque paraît-il, nous étions coupables de ne pas avoir fait suffisamment. Ben, il fallait juste nous laisser 5 ans de plus et on aurait vu qu'on était en train de transformer ce pays, effectivement. Parce que quand on a permis la défiscalisation des heures supplémentaires pour 9 millions de salariés, pour leur donner un petit peu plus de pouvoir d'achat, quand on a supprimé les droits de succession qui sont revenus, quand on a réduit malgré tout nos 100 balles, une partie de l'ISF, l'impôt sur la fortune, quand on a donné du soutien scolaire aux enfants qu'on vient de supprimer, lorsque
bien d'autres domaines. On a voté des lois qui renforcent la sécurité des Français, qui a permis de contenir la délinquance et même de la réduire. Les peines planchées, par exemple, la rétention de sûreté, tout cela mis à bas, remplacé par un petit papier en cas de contrôle d'identité. Bonjour, c'est Pilot, simple flic, voilà mon adresse, le numéro de ma femme, la résidence secondaire, voilà, je vous ai contrôlé. Merci. Hein, sérieux, ça, quand même. Alors bon, c'est vrai que, à part les lucubrations de départ, pour le moment, ça s'est calmé. Mais quel signal donné? Quel signal donné? La délinquance, qui avait baissé de 60%, toute délinquance confondue au premier semestre, a augmenté au deuxième semestre de 40%. Ça, c'est un chiffre. La franchise sur l'aide médicale aux étrangers, que nous avions eu beaucoup de mal avec la droite populaire à imposer, 30 €, supprimée. Un appel d'air formidable. On découvre ces jours-ci que tous les tuberculeux de la planète viennent chez nous se faire soigner dans nos hôpitaux en risquant de mettre dehors ceux des nôtres qui payent leurs cotisations pour avoir le droit aux soins. Mais on est tombé sur la tête. Nous avions redressé les choses. Nous avions commencé, non sans mal, avec toutes les associations complaisamment relayées par certains médias, nous avions changé le cours du bateau, de sa navigation. Eh bien, là, on est reparti de la même manière, et ce n'est pas les mouvements de menton du ministre de l'Intérieur qui changera quoi que ce soit. Il ne suffit pas des déclarations, puisque lui-même, que j'ai interrogé à l'Assemblée nationale, assouplit les conditions de naturalisation. Désormais, avec un simple CDI, on peut être un simple CDD, on peut être naturalisé. Jusqu'à présent, il fallait un CDI quand même, peu de réserve. Donc, à défaut de pouvoir faire le droit de vote aux étrangers, ils font en sorte de le fabriquer en masse. J'ai pas dit qu'ils ne méritent pas d'être français, parce que tout se joue au cas par cas, mais à faciliter les choses ainsi, on est quand même de manière irraisonnée à mettre en péril un petit peu nos propres équilibres. Et en ce qui concerne tant les soins que les retraites, c'est déjà suffisamment difficile pour tout le monde. On ne peut pas accueillir toute la planète. D'ailleurs, nous sommes les seuls à le faire. Et personne nous copie. Cherchez les personne. Voilà donc pour tout ce qu'ils nous ont fait, la fiscalité. C'est la Corée du Nord. Je cherche un pays où on aurait une fiscalité équivalente. Nulle part. L'idée des 75%. Attention quand même, parce que dans un sondage, 75% des Français trouvaient ça très bien. C'est vrai que faire payer le voisin, c'est toujours mieux. Jusqu'au jour où on s'aperçoit qu'on est le voisin d'un autre. C'est bien embêtant, ça. Comme l'a dit le président de la République le 9 septembre, excusez du peu, pas le candidat, le président de la République, ça ne rapportera rien. Eh bien, dites donc. Un impôt qu'on fait pour que ça ne rapporte rien. Même Coluche n'y aurait pas pensé. Non, a-t-il dit, c'est symbolique. Oh ben alors, c'est anticonstitutionnel et c'est symbolique. Le Conseil constitutionnel vous dit non, monsieur le Président, pas bon là, pas juste. Ça fait rien, on le fera quand même. Il se creuse la tête en ce moment pour trouver un truc pour dire on va le faire. Au lieu de dire ça ne rapporte rien, on ferait mieux de dire combien ça nous coûte en départ, en exil fiscal. Les médias nous ont amusés avec le séquoia Gérard Depardieu, en oubliant la forêt de bouleaux, des jeunes, des cadres qui partent, qui savent que pour 4 ans, ce n'est pas la peine de rester dans ce pays. Ces forces vives, de talent, s'en vont, peut-être irrémédiablement. C'est ça que ça va nous coûter, Monsieur le Président. Et puisque vous n'aimez pas les riches au-delà de 4 000 €, tant qu'à réduire un peu vos indemnités, vous auriez dû vous mettre en dessous de 4 000 €. Vous seriez au moins aimé.
Et puis, comme on sait très bien qu'on échouera sur le plan économique, regardez le chômage. Oui, bien sûr, le chômage a frappé du temps du quinquennat de Nicolas Sarkozy. 2009 a été une année terrible, la crise, au plein fouet. Mais dites-moi bien ce qui a pu se passer en 2012 qui justifie que ça soit la deuxième plus mauvaise année de ces 10 dernières années. 285 000 chômeurs de plus. Juste pour une catastrophe, l'élection de François Hollande. Bien sûr qu'il y avait un trend général, mais lorsqu'on est au pouvoir depuis le 6 mai et qu'on est déjà en début de février, ça va être de plus en plus difficile de faire croire qu'on n'a servi à rien, qu'on n'a pas pu changer le cours des choses. C'est vrai qu'il nous a promis d'inverser la courbe du chômage pour la fin de l'année. Ça ne coûte pas cher, on en reparlera. C'est bien sûr impossible. Le budget qu'ils ont voté, on dit souvent que la loi a été votée par l'Assemblée nationale. Non, non, par la majorité. Ne confondez pas. Budget voté avec une hausse de la croissance à 0,8%. Aucun expert ne peut accepter cette prévision qui fausse toutes les recettes attendues. On est pour le moment à 0. Moi, je vous le dis. -1, -2, ce sera la pire des années qui va nous arriver parce que toutes les élucubrations fiscales qui touchent tout le monde freinent l'investissement, l'achat d'impôts, dans les taxes de tout poil. Vous remarquerez que quand la gauche est au pouvoir et que ça augmente, l'électricité, les péages, ça va. Quand c'est la droite, c'est toujours la même chose, mais là, on attend de le voir. Ils ont essayé de faire un petit truc là sur l'essence, 1 mois. Ça a coûté 300 millions quand même au budget. C'est vrai qu'on a les moyens, donc on peut se permettre. Mais tout ça n'est vraiment pas très sérieux. Vraiment pas très sérieux. Et nous allons le payer cher, et c'est pour ça que les vœux de bonne année pour 2013, je vous les souhaite surtout sur le plan personnel, sur le plan de la santé, parce que pour le reste, accrochez-vous. Alors bien sûr, dans l'opposition, c'est plus facile, parce qu'on parle et on n'a pas de responsabilité. J'essaye pour ma part d'être responsable, mes collègues aussi, parce que souvent, si nous disons des choses que nous n'avons pas fait auparavant, on n'est quand même pas trop bien placé pour donner des leçons. Il n'en demeure pas moins que, moi je pourrais dire, on fait ce qu'on peut, mais on est un peu frustré. La gauche aime bien être dans l'opposition, ça lui plaît, parce qu'elle fait des déclarations, elle s'enivre de ses paroles, elle est la vertueuse, elle est celle qui défend le bien, toujours, la morale. Nous, on est plus dans l'action. Et les belles paroles, bon, il en faut sans doute, parce que c'est ainsi, mais je ne pense pas que ce soit vraiment notre caractéristique, et donc nous souffrons surtout de l'arrogance de cette majorité qui ne tient compte de rien et qui avance. Alors 2013, bien sûr, commence quand même de manière difficile. Nous sommes engagés dans un conflit pour lequel, 15 jours avant, le même homme avait dit « Jamais nous n'interviendrons au Mali ». 15 jours avant, c'est dire l'homme de parole, 15 jours avant, jamais, ni de près ni de loin, la France n'interviendra au Mali. C'est ce qu'il a dit au président Bouteflika lorsqu'il s'est rendu sur place. Le résultat, c'est que nous sommes engagés dans une guerre dont personne ne peut dire l'issue. Bien sûr, nous sommes solidaires de nos soldats. Bien sûr. Et si on me demandait de voter les moyens, je les voterais. Mais vous m'excuserez par rapport à certains de mes collègues qui ont plongé un peu trop vite dans l'élan de solidarité, sans trop réfléchir. Je préfère des positions beaucoup plus réservées. Je ne me sens d'ailleurs pas en mauvaise fréquentation avec Dominique de Villepin, Valéry Giscard d'Estaing ou Alain Juppé, qui ont tous dit la même chose. On doit bien sûr intervenir
parce qu'il y avait sans doute une vraie menace sur Bamako et nos ressortissants. Mais il me semblait depuis juin 40 que l'aviation était assez efficace pour désarçonner des gens qui n'ont pas de possibilité en ce domaine. Être cloué au sol, quand on a le matériel que nous avons, un des meilleurs du monde, sinon le meilleur dans le domaine aéronautique, est assez étonnant. De même que, contrairement à ce qu'on vous a dit, nous n'avons pas reçu mandat de l'ONU pour intervenir. La résolution du 20 décembre dernier demande à une force africaine de le faire. Nous nous sommes substitués à la force africaine, à l'appel d'un gouvernement qui est issu d'un coup d'État. En mars dernier, le président démocratiquement élu, si tant est qu'on puisse dire ça en la matière, mais a été renversé. Ce sont des militaires qui sont au pouvoir, qui ont d'ailleurs dégagé dans la foulée, en septembre, le Premier ministre. Et c'est à l'appel de ces putschistes que la France socialiste répond. Ça rappelle le bon vieux temps de la 4e République. On se croirait comme à Suez, dans l'aventure, pour l'aventure, et puis à un moment donné, il faut plier bagage, parce que même si on a gagné sur le terrain, tôt ou tard, sur le plan diplomatique, c'est intenable. Les États-Unis, dans le double jeu habituel qui est le leur, qui ont formé les militaires qui leur ont échappé après pour prendre le pouvoir, je vous le signale. L'Algérie, qui a toujours été très tolérante vis-à-vis de ceux qui, à la tête des mouvements terroristes, sont souvent algériens, et qui leur servent de base de repli, mieux, de ravitaillement en essence ou en armes, nous a, paraît-il, permis de survoler le territoire. C'est mis en cause d'ailleurs aujourd'hui, on nous dit que c'est par le Maroc et pas par l'Algérie finalement que c'est passé, enfin peu importe. Autant vous dire que lorsqu'on fera le bilan dans quelques mois et qu'on aura le recul nécessaire, on s'apercevra qu'il y a quand même une formidable intoxication, une formidable manipulation, une formidable désinformation pour nous faire croire que c'est de cette manière qu'on va vaincre, non pas l'islamisme, je vous rassure, le terrorisme. Un truc, on ne sait pas ce que c'est, vous savez bien comment c'est, mais le terrorisme. Donc François Hollande, chef de guerre, comme disent les médias, le faux mou est devenu dur. Mais on en a connu d'autres dans l'histoire de la 4e République, et je vous le dis, pour moi, François Hollande, il me fait penser à Guy Mollet. Et le Parti Socialiste, aujourd'hui, à la SFIO de la 4e République, pour ceux qui ont connu. Attention à la suite. En attendant, on y est engagé, on y est. Le problème désormais, ça va être surtout de s'en désengager, sans faire pire que ce qui était déjà. Regardez l'affaire libyenne. Quand je lis aujourd'hui qu'on demande à nos ressortissants de Benghazi, pour lequel nous sommes intervenus pour éviter qu'ils soient massacrés par Kadhafi, que nous sommes obligés de quitter Benghazi pour la sécurité de nos concitoyens, on voit bien que, quel que soit le gouvernement de droite ou de gauche, ces aventures militaires-là sont toujours génératrices de lendemains qui déchantent. Et que le seul terrain qui nous permet d'être efficace, c'est le terrain d'une vraie diplomatie et d'opérations sur le terrain plus subtil, face à un adversaire qui n'est pas un adversaire comme les autres. On nous dit que l'Algérie a fermé ses frontières avec le Mali. On n'arrive déjà pas à fermer les nôtres à Vintimille. 1400 km de sable. Et on vous le vend tranquillement. Regardez, il n'y a plus d'esprit critique. Les mêmes qui nous parlaient de l'esprit critique, du droit à l'information, pas d'image, rien sur le terrain, et ils se taisent. Pas d'esprit critique, non. Ils sont devenus d'un seul coup patriotes. C'est beau. Ça les faisait ricaner avant, et maintenant ils le sont. C'est comme pour le patriotisme économique, ça c'est nouveau. Un truc très drôle, qu'a inventé la gauche alors qu'elle a toujours ricané de ceux qui étaient patriotes. Vous voyez, comme quoi finalement, ils ont des cures de désintoxication assez brutes. Donc je pense que l'affaire malienne, dont je ne dis pas qu'il ne fallait pas intervenir, dont je dis qu'il fallait intervenir dans des moyens que nous avons souvent utilisés, dans d'autres circonstances, sans s'y ensabler. Parce que M. Hérault a dit
Ils ne craignaient pas l'enlisement, c'est normal. Il n'y a que du sable. On verra. La deuxième chose, j'allais dire plus gai. Le mariage homosexuel. C'est vrai que depuis le mois de septembre, si on ne sait pas de quoi parler dans ce pays, et c'est quelque chose de très très important, parce que d'après toutes les statistiques connues, avec la marge d'erreur bien sûr que cela suppose, ça concerne 3% de la population, et dans ces 3%, seulement 10% disent que ça les intéresserait. Eh bien dites donc. Alors, la sémantique est toujours bien organisée chez ceux qui ont milité avant à l'extrême gauche, avant de se rebadigeonner dans des fonctions plus bourgeoises. C'est devenu le mariage pour tous. C'est beau. Mais c'est beau, le mariage pour tous. Ben voilà. Et alors, si vous dites mariage homosexuel, attention, vous êtes homophobe, avec 2 F. Comme femme. Franchement, quel pauvre pays que de voir ce spectacle permanent de lavage de cerveau. Il n'y a pas d'autre mot. Je pense que depuis l'époque stalinienne, dans un genre différent, on n'a pas fait mieux. Parce que là, c'est librement. Hein, c'est pas sous la coercition, non, c'est totalement libre. J'ai mes petits camarades qui s'agitent, ceux d'en face aussi, qui paraît que c'est la révolution de l'humanité, etc. Bon, moi j'ai déjà eu l'occasion de dire ce que j'en pensais, je vais le redire une seconde fois. À partir du moment où on a reconnu l'homosexualité dans ce pays, il y a maintenant 30 ans, je n'imagine pas effectivement qu'on puisse avoir des citoyens français avec des droits différents des autres. Ou alors ça s'appelle l'apartheid. Et donc qu'il y ait une revendication d'un contrat d'union civile, d'une alliance civile, en mairie pour faire comme tout le monde, pas forcément dans les mêmes conditions, parce que les dragées, le riz, machin. Pas de problème. Des droits identiques. Pas de problème. Faut-il aller au terme même de mariage, qui est par tradition, par nature, le mariage d'un homme et d'une femme, pour tout simplement peu de gens que ça intéresse, parce que on peut remercier finalement le lobby d'avoir redonné un coup de jeunesse au mariage qu'on disait ringard, dépassé, les mêmes d'ailleurs à une certaine époque, et qui maintenant, alors, sont tellement pressés de se marier que ça fait plaisir à voir de sauvegarder l'institution du mariage. Vous voyez, comme quoi les plus catholiques d'entre nous devraient se réjouir de cet élan pour le mariage en la matière. Puis on verra qu'après, ça touchera finalement très peu de personnes, parce que beaucoup d'homosexuels qui ne sont pas dans le lobby de gauche, qui en fait une instrumentalisation politique, ne demandent rien à personne. Il faudrait juste qu'on leur foute la paix, et qu'effectivement être traités à égalité de droit, parce que, après tout, je le répète, du moment qu'on a reconnu l'homosexualité, que personne n'est revenu là-dessus, on ne peut pas traiter les gens différemment. Donc je n'ai pas, a priori, d'opposition sur l'égalité des droits. Par contre, l'adoption, je ne considère pas que c'est un droit. À partir du moment où on a un choix, comme on dit, l'orientation sexuelle, on sait qu'il y a une conséquence. Bah oui, c'est comme ça. Et alors la procréation médicale assistée, alors là c'est complet, parce qu'on sait très bien que du droit de l'enfant, on passe au droit à l'enfant, et qu'un jour, tôt ou tard, eh bien, on assistera à des choses indignes de l'humanité, c'est-à-dire moyennant rémunération, utiliser les ventres des femmes pour satisfaire les besoins de couples homosexuels. Je ne crois pas que la société progresse énormément en la matière. Je me demande d'ailleurs comment une femme qui a gardé un petit 9 mois en elle et le met au monde peut s'en séparer d'ailleurs. On le sait, dans certains pays, on le fait sous la contrainte de l'argent. C'est donc ça que va nous faire le Parti socialiste, l'exploitation des ventres des plus pauvres. Très intéressant. Donc ça, non. Ça, non.
Donc, bien sûr, je ne voterai pas. Je ne voterai pas ce texte qui n'est pas digne, contrairement à ce que vous nous faites croire. Mais j'attends quand même de l'opposition qu'elle prenne ses responsabilités. Défiler, allez, ça fait prendre l'air. Faire des pétitions, pourquoi pas, ça apprend à écrire. Vouloir un référendum, je suis ravi. J'ai déposé une proposition de loi pour le référendum d'initiative populaire. Elle a été enterrée par le gouvernement précédent. Je me marre. On a accouché d'un texte, le dernier d'ailleurs, du quinquennat précédent, un référendum d'initiative parlementaire fait pour que justement le peuple s'exprime pas. Je revendique le référendum d'initiative populaire. Si nous l'avions fait, aujourd'hui nous pourrions exiger du président de la République un référendum sur la question, plutôt que de venir s'agiter dans les médias en disant on veut un référendum, on veut un référendum. Alors si on veut vraiment un référendum, moi je vous le fais une proposition ce soir. Et je le dis à Henri Guénaud à travers les médias, organisons nous-mêmes le référendum. N'attendons pas. C'est pas la peine de faire des comités théodules pour un référendum. Nous, les élus de l'opposition, nous allons demander des salles municipales comme le Parti socialiste et nous allons organiser le référendum. Je lance aujourd'hui d'ici cet appel à tous les élus qui s'opposent de droite et de gauche, parce que tous à gauche ne sont pas sur une position dogmatique. Organisons un référendum, choisissons une journée ou 2 journées pour permettre au peuple de venir voter. Et on verra. Et on verra ce que nous dira la gauche, toujours si proche du peuple, toujours si proche de la démocratie participative. Ça sera intéressant. Nous pouvons le faire. Il y a le débat de l'Assemblée nationale, il y aura le débat du Sénat, il y aura, avant que la loi soit promulguée, nous avons le temps de faire ce référendum. Donc je pense que gagnons du temps. Et c'est très facile. Maire, conseillers généraux, députés, simple élu, monsieur le maire, nous voulons une salle pour tel jour et nous allons organiser le référendum. Nous allons, dans chaque boîte aux lettres de ce pays, dire venez vous exprimer puisque le gouvernement ne vous le permet pas. Et on verra bien ce que ça donnera. Et là, ceux qui parlent toujours, il faudra se bouger, il faudra se déplacer, il ne faudra pas se contenter de... Alors ça, le peuple de droite, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça ne servira à rien pour justifier toujours de ne rien faire. Et bien moi je crois que ce qui ne sert à rien, c'est surtout de ne rien faire. J'espère être entendu et relayé par mes petits camarades, ou sinon, ben, nous créerons l'événement dans cette circonscription. Tout simplement. J'attends de l'opposition qu'elle s'engage à dire, quand nous reviendrons au pouvoir, nous rechangerons la loi si elle devait être adoptée. Ah, ce n'est pas possible. Mais alors, c'est l'Union soviétique, alors. Une fois que c'est fait par la gauche, on ne peut plus revenir dessus. Mais quelle est cette idée que les hommes, une fois ayant fait quelque chose, d'autres hommes ne pourraient pas le défaire? Ça n'appartiendrait donc qu'à la gauche et jamais aux autres. Ah oui, mais on ne peut pas démarier les gens. Non, on peut les laisser vivre tels qu'ils sont, sans en faire d'autres. Tout simplement. Rien ne l'empêche. Et en tout cas, on nous a tellement dit qu'il fallait que le voile intégral dans la rue, dans l'espace public, ça serait retoqué par le Conseil constitutionnel. On s'est aperçu qu'il n'y a rien qui a été retoqué, hein, et que la loi doit s'appliquer. Donc je le conteste, cette idée douteuse qu'on ne pourrait pas. Ah, c'est sûr que si on ne veut pas, si on a dans l'esprit que finalement on est bien content que ce soit la gauche qui le fasse, parce que ça nous évite, nous, d'avoir à le faire, ça c'est autre chose. Alors il faut le dire. J'ai déposé un amendement, un seul, parce que j'ai tous mes copains ici, déchaînés. C'est bien, hein, surtout que ça ne sert à rien, parce qu'il n'y en a pas un qui passera. Donc j'ai préféré économiser un peu de papier. Voilà. J'ai juste dit que l'article 343.1 du Code civil est abrogé. Ouais, moi je suis court, hein,
De quoi s'agit-il? C'est l'adoption par les célibataires. Je ne vois pas pourquoi on maintiendrait l'adoption par les célibataires, puisqu'on nous a dit tellement de bien sur la nécessité d'avoir 2 parents. Car l'adoption par les célibataires permet aujourd'hui d'avoir 40 000 enfants élevés par des couples homosexuels. Ça existe déjà. Hein? On peut d'ailleurs s'étonner d'avoir ainsi détourné la loi, et puis on peut même s'étonner que des enfants déjà en souffrance, parce que des enfants adoptés, c'est quoi? Mine de rien, on nous parle de ça comme si c'est une marchandise, mais non. Les enfants adoptés, ce sont des enfants en souffrance. Moi, j'ai siégé dans les conseils de famille au conseil général. Je sais ce que c'est l'adoption. Je sais les précautions qu'il faut faire. Et je sais les parcours, à la fois des familles qui le demandent et des enfants, je le répète, en souffrance. Je m'étonne d'ailleurs qu'on ait pu penser qu'un seul pouvait compenser un couple. Ça ne veut pas dire que celui-ci ne lui donne pas l'amour, ne lui donne pas tout ce qu'il a. Bien sûr, mais c'est quand même mieux d'avoir le père et la mère. Je peux même dire d'ailleurs, même si c'est 2 hommes ou 2 femmes, plutôt qu'un tout seul. Et alors pourquoi maintenir? On verra ce test. Alors, je l'ai envoyé à tous mes copains, je précise, de l'UMP. Je fais très attention maintenant à qui j'envoie mes propositions de loi. On ne sait jamais. Et mauvaise fréquentation. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Hein. Et donc, j'ai eu quand même 4 signatures. C'est beau. 200 députés de droite, 4 réponses. Bon, j'en ai une qui me convient parfaitement, c'est Hervé Mariton, qui sera l'un de nos porte-parole dans le débat. Hein, et que je soutiendrai d'ailleurs, qui lui est au moins en cohérence avec ses idées. Les autres, je les plains. Voilà. Et donc, je le dis, attention de ne pas vous tromper, d'être dans la posture de non, on ne va pas. Puis une fois que c'est passé, allez, on passe à autre chose, c'est fait, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, on ne peut rien faire, c'est comme ça, etc. etc. Voilà donc, c'est le début d'année qui part sur les chapeaux de roue, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, l'école, la réforme des rythmes scolaires. Oh, Monsieur Peillon, l'impayable Monsieur Peillon, adepte déjà du cannabis pour tous. Qu'un ministre de l'Éducation puisse affirmer qu'il est pour la dépénalisation et le débat qui va autour, quel signal! Vous remarquerez que nous-mêmes, d'ailleurs, dans l'opposition, on a dit une fois, il faut qu'il démissionne, mais pas plus. On est quand même pas violent. Et c'est vrai qu'on avait d'autres chats à fouetter. Et de l'autre côté, on a protégé M. Peillon. C'est pas un... Vous vous rendez compte, le ministre de l'Éducation, le signal qui est donné à la jeunesse de ce pays, vive le cannabis pour tous. Et j'ai l'éducateur que je suis, qu'est-ce que je fais après moi en classe? Ah, monsieur, vous rigolez, le ministre, il l'a dit. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Bon. Donc, M. Peillon, qui est impayable, effectivement, nous a concocté un truc qui va imprimer sa marque pour l'histoire. Il va revenir à ce qu'on était il y a 10 ans. C'est magnifique. La réforme des rythmes scolaires. Alors, ils sont malins à gauche. 4 jours et demi, vous le faites tout de suite, 50 € par gosse. Oui, c'est pas de la marchandisation. Puis si vous ne le faites pas, Tintin, vous n'aurez rien. Parce que ça coûte aux communes quand même. Le gouvernement dit on change. Et on change à quel prix? Louis Nègre a dit 500 000 €. J'avais Henri Revel tout à l'heure, il me dit 1 million d'euros. Je ne sais pas ici à combien ça se monte, mais bon. C'est gentil les réformes, mais entre les gens, l'organisation, la formation, c'est pas rien. Donc, moi je salue les maires qui sont prudents en la matière, malgré l'appât illusoire. Et puis, je pense que quel qu'on soit un maire de droite ou un maire de gauche, quand on fait son budget et qu'on organise les choses, on sait comment ça se passe. Et donc, attendez 2014, et puis sans doute le gouvernement verra les choses autrement. Les syndicats d'enseignants, pour une fois, ne sont pas favorables. Une association de parents d'élèves l'exprime aussi. Quelle est la concertation? Comment faire ça? Enfin, vraiment, c'est quand même assez médiocre. Autre réforme proposée, la réforme des conseils généraux.
Nous avions imaginé de réduire le nombre d'élus de 6 000. Quand même. Avec la gauche, on les remet. Bon, bonne nouvelle pour ceux qui pensaient passer à la trappe, ils sont sauvés. Et on supprime le conseiller territorial et on crée désormais le conseiller départemental. Donc à partir de 2015, ah oui, 2015, ah mais pourtant l'élection c'était 2014. Ah oui, mais si on fait voter en même temps pour l'élection municipale, pour l'élection cantonale et l'élection régionale, peut-être que le résultat ne sera pas ce qu'on attend pour les élections sénatoriales de septembre. Dans une moitié de la France, on va voter au sénatorial et on pourrait peut-être perdre la majorité au Sénat. Alors l'habileté, c'est de faire semblant de faire une réforme à la gomme et de dire « ouais, on ne va pas y arriver ». Donc on reporte l'élection cantonale et régionale à 2015, petite ripaille-toutillage. On redécoupe les cantons parce que ils ont inventé un truc que personne n'avait imaginé au monde. Un truc que tout le monde va nous envier et va nous copier comme d'habitude. 2 élus pour le prix de 2. Avec suppléant. Oui, mais c'est pour la bonne cause, pour la parité. Désormais, vous allez élire dans un canton agrandi, parce qu'on va le diviser par 2 le nombre de cantons dans le département. Dans les Alpes-Maritimes, il y a 52 cantons. On va en faire 26. Alors nous, en milieu urbain, ça ne peut pas changer grand-chose, parce que nous, on est déjà à 35-40 000 habitants en la matière, mais dans l'arrière-pays, je ne vous dis pas, pour trouver les 35-40 000, les mecs, ils vont partir avec la luge, le bonnet, etc., l'hélicoptère, parce qu'ils vont suivre les boutons, hein, je veux dire, dans la transhumance. Hein. Même en mettant 2. Un homme, une femme. Shabadabada. Hein, les admirateurs de Lelouch. Un homme et une femme. C'est beau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais enfin, ça a été retoqué par le Sénat qui est à gauche. Ils ne sont même pas d'accord entre eux. Ah, donc ça va nous occuper encore. Ça me permet de dire un mot dans l'action aussi du Conseil général avec, je l'ai dit tout à l'heure, la gendarmerie. Dans le canton, on a quand même quelques routes qui évoluent. Monsieur le maire de La Colle, monsieur le maire de Saint-Paul, hein, le boulevard Pierre-Sauvégot, qui est quand même plus joli que la pénétrante, comme on dit, hein, qui va changer de look. Et puis, tout naturellement, ici sur Villeneuve, entre la RD 6007, l'ancienne RN7, la route du bord de mer où on attaque les travaux. Et puis, je le dis quand même parce que c'est ma responsabilité au Conseil général, tout ce qui est environnement, les parcs naturels départementaux. Alors nous avons, nous, à Villeneuve-Loubet, 2 parcs naturels, Vaugrenier, les 101 hectares sont exclusivement sur la commune de Villeneuve et exclusivement à la charge du Conseil général. Nous y avons mis l'année dernière 550 000 € pour rénover des sanitaires qui dataient de je ne sais plus quand, sûrement de l'Antiquité, faire des jeux d'enfants, des parcours, etc. Donc pour ceux qui ont la curiosité d'ailleurs. D'ailleurs, ça a eu un succès fou puisqu'immédiatement les gens du voyage sont arrivés. Ça, j'ai voulu tout de suite les essayer, ça a été sympa comme tout. Hein, 3 semaines, et comme j'ai dit à Eric Ciotti, on a bien fait, hein, on a un succès fou. Hein, donc, si vous ne le saviez pas, eux le savent. Hein, pu profiter des installations. Et puis ce parc des Rives du Loup, hein, qui avance, alors, qui avance en amont, on progresse, on réaménage sur la Colle-sur-Loup, on a encore des terrains à exproprier, mais on progresse pas mal. Et puis en aval, ce sera quand même, je l'espère, la grande année d'ouverture, ma chère Josie, du parc sur les Ferraillones, au bout de Villeneuve-Loubet. Alors nous, à Villeneuve, on est contents parce que c'est sur le territoire de Cagnes, mais c'est tous les gens qui habitent Villeneuve qui sont à côté. Donc voilà, c'est très malin. Mais on a fait en sorte que les Cagnois puissent aussi en profiter, puisqu'on travaille pour déboucher sur la mer, longer l'hippodrome, poursuivre cette promenade. Donc ça ne se fera pas dans l'immédiat, mais dans un premier temps, effectivement, on va gagner plusieurs hectares de nature aménagés. Et je crois qu'effectivement, c'est important pour tout notre département. On était ensemble avec Richard Camoulière à la future maison de retraite de Villeneuve. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres contextes. Il y a d'autres maisons de retraite ici, mais enfin celle-là, ce transfert des lits de Lévins à Villeneuve, je ne l'avais pas encore vu faire. Hein, généralement, c'était plutôt l'inverse.
Donc on prend acte de cet effort et d'une volonté politique du président du Conseil général, avec une partie pour les revenus plus modestes, 15% ou 20% de lui, 20% je crois. Et puis une unité d'Alzheimer également, donc je pense que ça fait partie des choses, j'allais dire, concrètes, pendant qu'on parle de l'Assemblée, de machin, dans le vent. Là au moins on est dans le concret, c'est déjà pas plus mal. Et donc cette réforme territoriale qui nous attend avec la gauche, que seront les conseillers départementaux ensemble, séparés, avec leurs suppléants, hommes-femmes, etc. Je sais pas, ça va être une aventure, hein, c'est magnifique. Hein, je ne vous dis pas ce que ça nous promet. Bon, c'est pour 2015, on a le temps. Dernier élément qui nous agite, j'ajoute aussi que le gouvernement, dans sa générosité, est sympa. Il a revalorisé les bases, la valeur locative, de 1,8%. C'était, paraît-il, pour tenir compte de l'inflation qui sera de 1,3%. Donc chacun comprendra ce qu'il peut, entre 1,8 et 1,3. Pour la gauche, c'est la même chose. Bon, ça c'est un petit cadeau pour les camarades socialistes qui, la veille des élections municipales, n'auront pas besoin d'augmenter les taux d'impôt puisqu'ils auront des recettes supplémentaires. Car à taux égal, la base ayant augmenté, le maire socialiste pourrait dire, regardez, hein, vous pouvez me reconduire, hein, puisqu'on est majoritaire, on n'augmente pas les taux d'impôt. C'est la première fois que ça arrive, parce que généralement les socialistes c'est tous les ans. Donc cette fois-ci on fait l'impasse, mais en même temps on va avoir quand même des recettes, parce que les bases ayant augmenté, le même taux sur une base plus importante, cherchez l'erreur. Vous, quand vous regardez votre feuille d'impôt, vous penserez à moi au mois de septembre, au mois d'octobre, vous verrez, la note va être lourde. Hein. Parce que nous, Conseil général, on n'augmente pas les taux, et depuis longtemps. On fait tout à taux identique. Et ça va s'appuyer sur la base. Des communes ici n'augmentent pas les taux et Villeneuve-Loubet est bien placé, jamais. On ne va pas les baisser en plus pour faire plaisir, donc on reste à taux identique, et c'est déjà une contrainte suffisamment importante. Donc, voilà, ils ne vous le disent pas, mais le rendez-vous, c'est pour les feuilles d'automne. Comme c'est simple. Le dernier point pour 2013, c'est la réforme du mandat unique. Le mandat unique. Parce que quand on cumule, on est vraiment un salaud. Et d'ailleurs, vous en avez un devant vous, qui cumule. Bon, savoir qu'on ne cumule pas l'argent, ça ne les intéresse pas trop. Hein. Parce que moi, j'en connais dans le showbiz qui cumulent allègrement et tout le monde s'en moque. Même payé par les subventions du contribuable à travers le Centre national du cinéma, par exemple. J'en connais qui sont dans les médias publics et qui cumulent. Mais il n'y a pas d'écrêtement. Nous, les élus locaux, on cumule les enquiquinements. Et puis, il y a un plafond qu'on ne doit pas dépasser, je le rappelle quand même. Confortable, certes. Mais je veux dire, on en reverse une partie dans la collectivité. Voilà. Donc, je ne vois rien à s'insurger là-dessus, mais enfin, j'aime bien le rappeler. Donc, le cumul, contrairement à ce qu'on vous fait croire, hein, coûte moins cher que si vous aviez des types avec seulement un mandat unique qui prendraient tout plein pot. Peut-être qu'un jour, il y en a qui vont réfléchir et qui vont faire... le cumul des mandats n'est pas le cumul des rémunérations. Il y a toujours un plafond, et la plupart des élus, comme moi, comme Jean-Léonetti, on reverse l'excédent. Donc ça profite au budget général. Et quand chacun sera qu'avec son mandat unique, lui, il sera plein pot. Et comme on dira, il en a qu'un, malheureux, on va le revaloriser, bien sûr. Vous allez voir la note. Ce sera du 20% de plus à la charge du contribuable. Et tous ceux qui ont gueulé « mandat unique », ils vont être contents. Bon, ben, vous le voulez, ne vous inquiétez pas, je le voterai. Rien que pour vous faire plaisir. C'est pas un problème. J'en pense tout le mal qu'il faut, mais c'est impossible de le faire comprendre. Donc là, ça ne m'intéresse pas de faire un combat stupide. Pas de problème, c'est l'air du temps, ça plaît aux journalistes, ça plaît à tout le monde. Allez, on y va. Faisons le mandat unique, c'est pas grave. Le mandat unique, moi je vous le dis, de toute manière, ils ne le feront pas. Ben non, ils ne vont pas se couper la tête eux-mêmes. Je vous rappelle qu'un député, Madame la suppléante, ne peut être remplacé automatiquement que s'il meurt ou s'il est ministre. Sinon, quand il démissionne, il faut refaire des élections. Il y a 240 députés maires à l'Assemblée nationale, qui la plupart vont choisir de se représenter aux élections municipales. Vous allez en avoir au moins 200. Très peu par la limite d'âge, d'autant plus que... Bon, enfin bref, pas de commentaire. Bon. 200 se représentent. Vous imaginez un seul instant que le gouvernement de gauche ait cette idée stupide après l'élection municipale d'accepter
le maire qui vient de se faire réélire. Ça va être difficile de dire je suis plus maire, je passe la place à un adjoint. C'est pas très honnête. Donc, il va démissionner de son mandat de député, surtout ceux qui sont en fin de parcours et qui savent que peut-être au prochain, ils ne risquent pas d'être réélus. Donc, ils vont refiler le bébé à l'ami qu'ils aiment pour qu'il aille se prendre la gamelle lui-même. Vous imaginez un gouvernement de gauche qui accepte l'idée de 100-150 élections partielles dans toute la France qui pourrait changer la majorité à l'Assemblée nationale? Mais ouais. Si vous écoutez bien le président de la République, radical corrézien, il l'a dit, le mandat unique, ça sera d'ici 2017. Et ça sera le compromis avec les sénateurs socialistes qui n'en veulent absolument pas et qui pourraient lui faire capoter sa réforme. Donc voilà. Hein, donc le mandat unique, c'est bien gentil, mais ça ne va pas plus loin que ça. Voilà un petit peu donc les nouvelles qui nous attendent pour 2013. Un bon moment à passer dans l'action. Dans l'action ou dans l'inaction. Moi je suis heureux d'être à la Commission des Affaires étrangères parce que ça me permet de rencontrer un certain nombre de gens de qualité, des ambassadeurs, des diplomates, et puis d'aller au fond de ce qu'est la géopolitique, parce que souvent, quand on entend le milieu politique en parler, on a l'impression que c'est parce qu'ils ont été passer leurs vacances à l'île Maurice ou à Phuket qu'ils ont compris comment fonctionnait le monde. Donc, la Commission des Affaires étrangères, c'est une commission qui est assez sérieuse pour beaucoup de gens qui ont eu des fonctions importantes dans le passé, et c'est vrai que c'est plutôt quelque chose de passionnant. J'ai essayé d'obtenir une commission d'enquête sur les investissements du Qatar en France. Je voudrais vous donner la réponse du président de l'Assemblée nationale et de son bureau. Nous aurons droit à une mission parlementaire, non pas une commission d'enquête, sur les investissements étrangers en France. C'est le moins qu'on pouvait se faire. Et la commission des affaires économiques et la commission des affaires étrangères aura à s'en saisir. Je m'en réjouis, donc je n'avais pas eu l'occasion de le dire jusqu'à présent. Je vous le donne ainsi et vous pourrez voir après la suite, j'espère en faire partie. 2013, c'est aussi 3 dates pour moi qui sont importantes. J'ai commis une petite proposition de loi que je dépose chaque mandature sur le génocide vendéen. Bon, c'est vrai qu'il ne s'est pas passé grand-chose en 1793, c'est le 220e anniversaire, je vous le signale quand même, triste anniversaire, qui n'honore pas la République, et nous qui reconnaissons les génocides chez les autres, qui ne nous demandent rien. Le jour où les Turcs feront voter un texte pour que l'on reconnaisse le génocide vendéen, on aura bonne mine. C'est pas un génocide, non, c'est une partie de campagne. J'ai mis dans ma proposition de loi, qui est disponible sur le site de l'Assemblée nationale, ce qui a pu être commis durant cette période et qui préfigure les massacres en masse du XXe siècle. Je le dis. Et même Gracchus Babeuf avait parlé de populicide, parce qu'avant, le mot génocide n'existait pas, et Gracchus Babeuf, c'est pas le type qu'on peut suspecter d'être favorable aux monarchistes. La conspiration des écoutes. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce qui s'est passé? Moi, je suis contre les lois mémoriales, mais à partir du moment où on nous en colle toujours une pour les autres, je voudrais que la République reconnaisse quand même qu'elle a pu commettre des fautes. Cela, je ne demande pas la repentance, je ne demande pas la reconnaissance, comme pour la colonisation, voilà. Mais simplement, je veux qu'on puisse saluer ceux qui sont sortis de Vendée, qui s'appellent Georges Clémenceau, qui s'appellent Delattre de Tassigny, voilà, qui sont issus de cette terre de Vendée, qui est bien une terre qui aujourd'hui est une terre républicaine. Et quand je pense à la repentance, franchement, Marie-France l'a dit tout à l'heure, le parcours du président de la République est quand même... Alors on a inventé un mot, reconnaissance. Une reconnaissance, c'est reconnaître ses fautes. Alors repentance, c'est s'excuser. Mais quand on reconnaît ses fautes, c'est bien qu'on les a connues. D'ailleurs, il nous l'a dit, 132 ans de fautes. Magnifique. Bon, je ne reprendrai pas tout ce qu'a dit Marie-France là-dessus, mais vous savez ce que j'en pense. Il nous a fait le geste du 17 octobre 61, et puis surtout, il a fait passer au Sénat, il a laissé passer cette proposition de loi déjà adoptée du temps de Jospin sur le 19 mars. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le 19 mars, c'est une date indigne, non pas parce que c'est le feu, bien sûr, mais c'est tout ce qui a suivi après.
Célébrer le 19 mars est une insulte à tous nos morts. Jamais vu dans l'histoire de la République, d'ailleurs, qu'on célèbre une défaite. Puisque à Alger, c'est une victoire. C'est donc bien que pour nous, c'est une défaite. C'est bien la première fois que nous, en France, on va célébrer ce qui est pour nos adversaires d'hier, et qu'on ne veut pas pour aujourd'hui, mais qui est quand même la célébration de la victoire. En plus, je vous l'ai dit, en début de réunion, le 19 mars, Mohamed Merah, enfin bon, ça en rajoute une couche. Donc moi, je souhaite que les maires s'abstiennent de participer à cette palinodie de célébration. Nous avons déjà celle du 5 décembre qui avait été validée par tous, sauf une. Tout va bien. Si on devait faire une proposition de loi de célébration, je la redéposerais, ça serait pour honorer nos morts pour la paix depuis 1962, comme ceux qui, en Afghanistan ou au Mali, tombent. Ils n'ont pas de date de célébration. J'ai proposé, et je vais le redéposer en ce 40e anniversaire de l'attentat du Drakkar, le 23 octobre 1983, que cela devienne la date de reconnaissance pour la France de tous nos soldats morts pour la France, en terrain extérieur, bien sûr, au nom de la paix. Au nom de la paix, car le mandataire était toujours pour la paix. Voilà, si on veut être dans le mémorial. 2013, c'est aussi le 70e anniversaire de la mort de Jean Moulin. C'est l'anniversaire du Conseil national de la Résistance, et ici, à Villeneuve-Loubet, nous avons une stèle Jean Moulin. D'ailleurs, quand vous venez au collège ou à la salle René, vous entrez par l'allée du professeur René Cassin. J'ai souhaité en son temps, quand j'étais maire, que cette allée qui mène à l'école et qui est aujourd'hui aussi la référence pour la gendarmerie, soit celui d'un niçois, juriste de la France libre et l'homme de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. J'ai pensé que ça pouvait éduquer la jeunesse. Et puis la stèle de Jean Moulin, pourquoi? Parce que quand il y a fait référence au passé, il est bien d'avoir pour les jeunes une référence. Je ne crois pas que Che Guevara soit une référence d'une crapule stalinienne. Je pense que Jean Moulin est une magnifique figure emblématique de notre histoire, insuffisamment valorisée et expliquée à la jeunesse. J'y ai fait adjoindre la phrase de Malraux lors du transfert des cendres au Panthéon le 19 décembre 1964. Un texte formidable d'André Malraux que lui seul pouvait déclamer et qui rend hommage à un homme de 43 ans, engagé militant, républicain, mais aussi artiste qui avait sa galerie de tableaux à Nice comme couverture. Max, dont c'était le nom. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas dire sur Jean Moulin qui permette à la jeunesse de se projeter dans l'héroïsme du quotidien? Rien ne préfigurait que cet homme devienne un héros. Rien de rien. Au contraire, plutôt bambocheur, fêtard, aimant la vie, etc. Et qui, dans l'épreuve, refuse de signer un acte qui salirait les troupes indigènes, comme préfet de Chartres, et qui préfère se trancher la gorge que de signer cet acte qui est laissé pour mort, que la mort ne veut pas, et qui sera condamné toute sa vie, courte vie, à porter un foulard pour ne pas laisser la trace de cette blessure. Cela déjà, c'est un acte d'héroïsme qui force l'admiration. Et ensuite arrêté, trahi par les siens, par revanche politique, vraisemblablement suspect d'être communiste ou communisant, de faire le jeu de Gaulle avec les communistes, qui est arrêté, reconnu, torturé, qui trouve encore le moyen, avec ses doigts brisés, de prendre un crayon et malhabilement de dessiner la caricature de son tortionnaire qui s'appelle Klaus Barbie. Cet homme dont on n'a rien tiré, comme disait Malraux, lui qui savait tout, ne dit rien. Il a sauvé les siens. Et il est parti sur le chemin de la déportation, mourir dans un wagon à bestiaux, en juillet 1943. Je remercie Richard de s'associer à cette proposition que j'ai faite au collège d'à côté, dont le conseil d'administration a bien voulu me suivre. J'espère que les enseignants de notre commune feront travailler les élèves sur cette belle figure de notre histoire, et qu'elle soit un enseignement,
parce que nous avons besoin de références et nous avons besoin bien sûr de conviction dans une époque où on n'en a pas beaucoup. Voilà, tout ceci nous éloigne bien de la politique politicienne. Alors malheureusement, comme toujours, dès qu'on parle de politique, on revient toujours aux élections. Depuis la semaine dernière, mon cher Richard, qu'est-ce que j'ai pas entendu? Richard Cabot a dit certaines choses lors de ses vœux sur les prochaines échéances électorales municipales. On m'avait déjà dit certaines choses bien avant, parce que tu avais déjà en son temps fait connaître ta décision. Et depuis, c'est vrai, chaque fois que je fais un pas quelque part sur ce territoire, on me demande alors, je dis écoutez, moi je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous? Alors là, on est bien embêté pour répondre, parce que si c'était juste pour savoir et pas être d'accord, mais bon, je ne veux pas que ça se passe forcément toujours aussi. Vous savez, même si ce n'est pas tout à fait le lieu exclusif, je n'ai jamais eu l'habitude de me défiler dans mes réflexions. Je pourrais vous faire le coup de je vais réfléchir, je vais voir, tout en sachant pertinemment ce que je vais faire. Je pourrais vous faire le coup en vous disant non, mais bon, dans les vœux du député, c'est vrai qu'il n'y a pas de Villeneuvois là. Vaut mieux le faire une autre fois. Écoutez, moi je vais vous dire les choses très simplement. Si les Villeneuvois le veulent, s'ils le veulent, eh bien, je serai de nouveau leur maire en 2014. La nature a horreur du vide. Bien sûr, ce n'est qu'une semaine après les vœux de Richard, mais ce n'était pas des obsèques, c'était bien envie. Il n'y a pas de moment de naissance. Et je ne crois pas au cinéma qui consiste à faire croire, etc. Bien sûr que j'y ai réfléchi. Bien sûr que depuis l'élection de François Hollande, et ce que je peux faire à l'Assemblée nationale, de concret, rien. Donc j'interviens, bien sûr, je pose des choses, mais c'est pas ça l'essentiel. Moi, je suis pour l'action concrète, pas pour les belles paroles qui s'envolent. Et donc, 4e mandat de député. En plus, on va me torturer la circonscription parce que la proportionnelle va encore la reconfigurer, pour pas dire de la supprimer. Moi, je vous dis les choses simplement. En tant que conseiller général, je suis de plein pied depuis toujours, depuis 25 ans cette année. En octobre prochain, ça fera 25 ans que je suis conseiller général. Je suis aux côtés de la municipalité, de son maire, sur les travaux qu'on a à faire. Bon, et on m'a dit, ah mais le mandat unique, le mandat unique, à un moment donné, s'il devait s'appliquer, mais je vous ai dit qu'il ne s'appliquera pas, mais s'il devait s'appliquer, quand je fais un choix, je m'y tiens. Et donc, je renoncerai à celui qui n'est plus à l'ordre du jour. Alors bien sûr, vous imaginez, ça provoquerait des élections partielles. Mais non, ils ne le feront pas. C'est impossible. J'assumerai mes responsabilités. Si je revendique l'honneur d'être le maire de cette commune, que j'ai déjà été, je l'assumerai pleinement, quelles que soient les conséquences pour moi sur le plan personnel. Je suis passionné de politique, je défends les idées, je l'ai toujours fait, mais je veux dire, il y a un temps pour tout aussi, comme dans toute chose, et passionnément, à un moment où j'ai encore l'ardeur et l'énergie, c'est vrai, je vous l'avoue, j'ai envie de servir ma commune directement dans la continuité de ce qui a été fait et de ce que nous avons fait ensemble depuis 1995, je dis bien dans la continuité, parce que nous pouvons être fiers ensemble de tout ce qui a été fait ici dans cette commune, nous n'avons à rougir de rien, et en faisant le rassemblement le plus large possible, même si bien sûr tout n'est pas possible, parce que 33 noms c'est limité. Je m'en expliquerai directement aux Villeneuvois le 16 février prochain à 16h. Il n'y a pas de match de rugby, rien, c'est bon. À la salle Marcel Jacques, à la salle des sports, pour avoir
face à face, les yeux dans les yeux, avec les Villeneuvois, les termes du nouveau contrat pour notre avenir. Merci. Du fond du cœur, malgré tout ce que j'ai pu dire sur le plan national, portez-vous bien, gardez-vous bien. J'ai besoin de vous, mais j'ai besoin aussi de votre affection, de votre soutien. Les autres, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas grave. Je ne demande que le respect comme moi je respecte quiconque. Mais du fond du cœur, comme vous me l'avez toujours témoigné, j'espère que cette année sera belle ensemble. Finissons par notre hymne.